Alors aujourd'hui, on va parler de l'émission qui a eu lieu sur France Inter le 11 avril à 9 heures où je crois que c'est Sonia de Villers qui a invité une femme dont le pseudonyme est Louise Brévin pour nous parler de son ouvrage apparemment Pute et pas soumise, donc qui parle de l'exploitation sexuelle des femmes. Et ces deux femmes pendant cette émission vont avoir une manière très particulière de parler de l'exploitation sexuelle des femmes, de l'euphémiser, qui est du coup intéressante. Sur France Inter. Il est 9h08, Sonia De Villers. Votre invitée a choisi de se prostituer pour sortir de la galère financière. Bonjour Louise Brévin. Bonjour. Alors, lunettes, perruque et pseudonyme, j'imagine. Eh oui. Et pseudonyme, j'imagine. Oui, c'était la galère financière. Vous étiez une jeune maman et vous n'aviez pas de quoi élever votre fille dignement. Alors, oui, c'était... on s'en sortait vaille que vaille quand même jusqu'à cette invasion de punaises de lit. C'est ça. Et de toute façon, il n'y a pas de mystère généralement quand on devient mère à 19 ans. C'est ça, c'est très jeune. En première année d'université, qu'il n'y a plus le papa dans les clous et qu'on est toute seule, généralement il y a souvent des problèmes financiers qui arrivent derrière. Donc moi j'avais, comme je le dis dans le bouquin, j'ai pris un puis deux boulots, j'ai pris des boulots de jour, des boulots de nuit, des boulots de week-end, des boulots des vacances. Et puis il y a eu ce truc, le problème c'est qu'on est toujours sur le fil du rasoir et donc du coup ça peut basculer très vite. Et en l'occurrence là, ça a été cette invasion de punaises de lit qui coûtait littéralement un rein pour la désinfection, qui a fait basculer dans l'autre. Donc là, Sonia De Villers rit lorsque son invité lui parle du fait qu'elle est tombée dans la prostitution en raison d'un manque d'argent, puisqu'elle a eu une galère qui l'a en fait mis en précarité et qu'elle a été contrainte, en raison de cette précarité, de subir une exploitation sexuelle pour gagner rapidement de l'argent. C'est parce que j'ai dû prendre un autre appartement et puis c'était, mine de rien, C'est la puterie, comme vous dites, dans ce petit livre qui paraît chez Grasset. Donc là, on a un néologisme, on a l'invention du mot puterie, qui permet d'euphémiser la réalité de la prostitution. Lorsqu'on parle de puterie, on se réapproprie une insulte qui existe envers les femmes qui sont victimes de cette exploitation, donc le terme pute, et on va lui trouver un petit mot fashionable comme ça pour parler de ce qui est en réalité une exploitation sexuelle. Petit livre choc intitulé Pute n'est pas un projet d'avenir et tout est dans le titre. Et ben la puterie, ça vous a permis de vous en sortir. Complètement. C'est-à-dire que effectivement, je défends ce titre pute. Alors la puterie a permis de vous en sortir. En fait, pour survivre, elle a dû se mettre en situation de subir des viols par des hommes. Et en fait, on nous reformule ça en disant subir des viols par des hommes, ça vous a permis de vous en sortir. C'est une manière de présenter l'information qui valorise, qui glamourise, qui euphémise la réalité de l'exploitation sexuelle des femmes par les hommes, en prétendant que cette exploitation permet de s'en sortir. Alors que c'est une stratégie de survie qui a eu un coût énorme sur la santé psychologique des femmes qui ont dû s'y soumettre lorsque, comme c'est le cas pour la femme en question, lorsqu'elles sont à l'origine, entre guillemets, de cette mise en prostitution, ce qui est une minorité des cas. Dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui sont mises en prostitution par des hommes, par des proxénètes directement. Là, on nous fait croire, il y a une fausse, un faux choix qui est mis en avant. On nous donne l'impression que voilà, c'est cette femme qui est à l'origine de sa propre mise en prostitution, qui est un cas minoritaire, et on nous dépeint un tableau où ça serait une solution comme une autre, et où ça serait même une solution bienvenue, puisque ça lui a permis de survivre, alors qu'en réalité, les femmes ne devraient pas avoir à vendre leur intégrité physique, à vendre leur santé psychologique pour
pour subvenir aux besoins de leur enfant et pour survivre. N'est pas un projet d'avenir, mais en attendant quelque chose que je répète, c'est que la puterie m'a apporté bien plus qu'elle ne m'a pris. À savoir, elle m'a permis effectivement d'élever ma fille dignement, et entre deux mots MAUX, j'ai choisi le moindre, c'est-à-dire on connaît, certes, ça sera ce que ça sera le jour où ma fille l'apprendra, mais on connaît les dégâts. Donc elle dit la puterie m'a apporté plus qu'elle ne m'a pris. Comment est-ce qu'on quantifie ça? Comment est-ce qu'on peut déterminer? Puisque ce qu'elle lui a rapporté en termes financiers, ça on peut le compter. Mais ce que ça lui a pris, comment est-ce qu'elle fait pour le quantifier? Et en plus, ce que ça lui a apporté, il faudrait le remettre dans le contexte d'une société dans laquelle les femmes subissent une discrimination à l'embauche en dessous de 35 ans en raison d'éventuelles grossesses qui poussent les employeurs à moins les employer, et d'autres raisons qu'on ne va pas ici tout évoquer, qui font en sorte que les hommes ont un capital économique plus important, et qui fait qu'ils ont la possibilité de soumettre sexuellement une femme en l'échange d'un billet. Donc en fait, cet argent qu'elle a récupéré des hommes via l'exploitation sexuelle, c'est de l'argent qui, de base, lui a été pris par le même système patriarcal en réalité. Donc c'est pas la prostitution qui lui a apporté de l'argent. Si nous étions dans une société sans patriarcat, cet argent, elle n'aurait pas eu à le récupérer en échange de son exploitation. De la précarité dans l'enfance des enfants. On sait comment ils grandissent quand ils doivent voir leurs parents galérer perpétuellement et ne pas savoir de quoi demain sera fait, vivre dans le stress et la pression de la précarité. On sait l'impact que ça a sur ces jeunes adultes. Et à tous les parents qui se disent « ma fille ne se prostituera jamais », vous répondez « peut-être qu'elle bossera au McDo ». Je vous cite, Louise, « Dans les deux cas, que ce soit avec une bite dans la bouche ou avec une charlotte sur la tête et les mains dans la graisse, elles perdront temporairement leur dignité. » Oui. Et voilà, et donc là on met sur le même plan l'humiliation que ça peut être d'avoir un boulot qui n'est pas reconnu dans la société et qui est un travail pénible et dégradant, qui par contre s'applique aux personnes, peu importe leur sexe. On met ça en corrélation avec le fait d'être contrainte, de laisser des individus pénétrer son propre corps, ou parce qu'elle parlera ensuite d'une autre manière d'être exploitée sexuellement hors pénétration, enfin, c'est même pas d'ailleurs, puisqu'elle parlera de fellation qui est effectivement une pénétration, mais elle met en parallèle le fait de travailler au McDo et le fait de subir des agressions en fait au quotidien. Et tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de jobs précaires, parce que c'est aussi un bouquin qui tire à balles réelles sur les jobs précaires, dans lesquels on n'est pas libre du tout ni de dire ce qu'on pense, ni d'être ce qu'on veut, dans lesquels on est déshumanisé, dans lesquels on se fout pas mal de savoir quels sont tes projets, quelles sont tes ambitions, quelles sont tes capacités, ne serait-ce que ça, savoir quelle valeur ajoutée tu peux apporter. Et donc du coup, en fait, la puterie, à minima, a eu le sens de me permettre d'exister moi, et au moins de quand il fallait prendre une pause, quand il fallait s'arrêter, je pouvais me permettre de le faire, et ça me rapportait un revenu qui était bien substantiel par rapport à ce que je pouvait trouver dans ces jobs précaires. Alors ça s'appelle... Là, elle met en parallèle donc le McDo et la prostitution en disant que les jobs précaires, l'employé ne peut pas dire ce qu'il pense dans ce genre de job, et qu'au moins l'exploitation sexuelle lui a permis d'être qui elle était. En réalité, elle va nous dire peut-être 5 minutes plus tard qu'elle devait être dans un travail d'actrice pendant qu'elle se faisait violer par des hommes, où elle devait faire croire qu'elle appréciait ce qui était en train de se passer, alors que ce n'était pas le cas. Donc là, elle se contredit dans cette mise en parallèle qu'elle essaye de faire entre les jobs précaires et l'exploitation sexuelle des femmes par les hommes, en prétendant que la deuxième option serait moins aliénante, alors qu'elle va nous dire le contraire juste après.
C'est ça. Alors, 480 € pour 4 heures de massage. Presque un semi-SMIC en une seule journée. Mais mon calcul était biaisé, dites-vous. Parce que vous dites, je pourrais avoir honte de gagner autant d'argent. Hein, et pourtant, vous dites, 4 heures de massage effectif. Mais pour en arriver là, plusieurs jours de discussion pour organiser ces 4 massages. Horaires modifiés, jours modifiés, mail, texto, appel pour organiser les rendez-vous, pour en expliquer les modalités, obtenir confirmation, assurer le service après-vente pour fidéliser le chaland, toujours en jouant la comédie. 3 heures supplémentaires de ménage, de lessive, de débouchage, des canalisations quasi Donc là, elle dit toujours en jouant la comédie. quotidienne, le prix du loyer de mon 30 mètres carrés où vous receviez les clients, les factures d'eau, les factures d'électricité, le chauffage, l'assurance, le prix de mon forfait téléphonique professionnel, les frais du compte bancaire professionnel, le prix des capotes, de l'huile de massage bio, les bougies, les mouchoirs, les 2 bidons de lessive et d'assouplissement par semaine, le maquillage. Et j'ajouterais les heures passées sous la douche, ne serait-ce que pour récupérer son corps. Oui, c'est vrai. Voilà, les heures passées sous la douche, ne serait-ce que pour récupérer son corps. Donc elles rigolent toutes les deux durant toute l'interview et durant cette partie-là où elles énumèrent l'ensemble des frais auxquels doit faire face cette femme pour pouvoir subir des viols tarifés. Et en même temps qu'elles rigolent toutes les deux. Mais bon, je peux pas en vouloir à la femme victime de prostitution d'en rire. J'ai un peu plus de mal avec la journaliste qui n'a pas l'empathie d'au moins rester sérieuse face à un discours et à un témoignage aussi bouleversant qu'une femme qui explique qu'elle doit se laver pendant des heures pour essayer de récupérer son corps après ce qu'elle a vécu, dans le cadre de ce qu'elle tente de faire passer comme un boulot équivalent au McDo. Je parle aussi, effectivement. Après, parce qu'effectivement, on parle souvent de l'argent, l'idée de la pute est souvent associée à l'idée de l'argent facile. Oui. Et il y a même un truc encore plus insidieux, c'est que c'est assimilé à l'idée de l'argent facile par l'ensemble de la population, par l'ensemble de la société. Mais pour les mecs, se rajoute en plus l'idée d'associer l'utile à l'agréable pour les femmes. Moi, c'est un concept qui me fait beaucoup rire. Pourtant, on parle beaucoup de la puterie, on parle de la prostitution, ça existe depuis toujours dans la société, depuis toujours il y a des témoignages qui sortent sur le sujet. Si la puterie c'était de l'argent facile qui joint l'utile à l'agréable, mais toutes les femmes seraient putes. Pourquoi est-ce qu'on a encore cette idée-là qui traverse Alors l'agréable, on va en parler. L'utile, vous dites néanmoins que vous avez vu beaucoup de filles qui ont du mal à décrocher parce que le cash rentre, Oui. et que quand on a du cash, c'est dur de s'en défaire. Oui, sans compter que le cash rentre d'une façon perpétuelle. C'est-à-dire, c'est pas comme en fin de mois, vous avez tout le cash qui rentre à la fin et vous devez le dispatcher sur votre mois pour pouvoir régler vos frais. Là, vous avez du cash qui rentre de façon perpétuelle. Alors là, elle parle sur le fait que certaines femmes n'arrivent pas à se sortir de la pornoprostitution. Elle nous parle de la question financière, mais elle omet de parler des pressions des proxénètes ou des hommes qui maintiennent ces femmes dans ces situations, et elle omet de parler des traumatismes où les femmes ont parfois l'impression de se réapproprier leur corps en étant à l'origine de nouveaux traumatismes suite à des traumatismes passés équivalents, donc à des viols, et souvent à des viols pédocriminels. Ce client qui n'arrive pas à jouir. Ce client, parce que je dis, c'est client. Ce client, c'est comme une sorte de générique, on va dire. D'accord, c'est le stéréotype du client qui n'arrive pas à jouir. Ouais. Et qui donc veut aller toujours plus loin dans ce qu'il vous impose. Ça veut dire vous pénétrer avec les doigts alors que vous refusez. Ça veut dire vous embrasser alors que vous le refusez et que vous avez été très clair là-dessus. Ça veut dire vous empoigner les seins et vous faire mal. Et si jamais vous avez l'air de montrer que vous n'aimez pas ça, il sera de plus en plus violent. Et si vous avez l'air de montrer que vous aimez ça, il sera de plus en plus violent. Il va continuer en tout cas. Oui, alors ces clients-là sont une majorité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous aussi excessifs qu'à ce moment-là, ce qui a été décrit, mais les clients de toute façon sont des enfants à qui tu donnes la main et qui veulent prendre le bras. Ils viennent et ils... Donc là, il y a tout un passage où on nous parle des agressions sexuelles au-delà puisque l'argent est coercitif, donc au-delà de ce qui est déjà un viol en soi. Lorsqu'on paye une personne qu'on sait ne pas être désirante pour avoir un rapport sexuel, fût-il consenti, puisqu'on se met cette espèce de... On essaye de justifier l'action de ses clients en prétendant que le rapport est consenti. Mais au-delà de ce consentement à ce viol, à cette relation sexuelle qui n'est pas désirée et qui est motivée par l'argent, s'ajoutent des agressions sexuelles et des viols où le client va au-delà de ce qui a été convenu avec la femme en situation de prostitution. Elles le disent avec beaucoup de légèreté et en riant, mais il y a bien cette question-là qui est centrale
dans l'exploitation de laquelle elle est victime. Et elle nous le dit, c'est la majorité des clients. Et ce qui me gêne un petit peu, par contre, dans la phrase qui a été dite juste avant, c'est le fait de prétendre que les clients seraient des enfants. On les déresponsabilise de leurs actions, et là, elle est en train de parler d'agression sexuelle et de viol commis sur les personnes en situation de prostitution en allant au-delà de ce qui a été convenu et au-delà de leur consentement. Et on nous parle d'enfants, mais les enfants ne sont pas responsables de leurs actes. Et lorsqu'on prétend qu'un homme qui agresse une femme se comporte comme un enfant, on le déresponsabilise, et ça ira encore plus loin par la suite. Mais là, on essaye de nous faire croire que ces pauvres petits êtres, c'est plus fort qu'eux, en fait, ce comportement. Et ça ira justement plus loin, juste après, lorsqu'elle nous parlera des besoins des hommes, du fait que c'est un besoin pour eux. Ils essaieront d'en avoir davantage. Et je parle de ça pour 80% des clients au moins. Et d'une façon plus ou moins subtile, d'une façon plus ou moins respectueuse. Mais surtout, au-delà de ça, ce qui fait qu'on se sent souillé vraiment à un certain moment, je prends des pincettes avec ce mot, parce qu'encore une fois, je voudrais pas du tout cracher sur tous ces hommes qui ont été infiniment respectueux des conditions qui avaient été fixées, de tous ces hommes qui ont accepté qu'à partir du moment où on leur disait non, ils respectaient le non, mais ils tentent tous. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, c'est ce que je décris dans le bouquin, il y a ce... Donc là, elle semble remercier, ou en tout cas, elle fait allégeance à ses clients qui ne l'ont pas violée au-delà du fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne non désirante contre de l'argent. Et ça, pour elle ne voudrait pas manquer de respect à ces violeurs-là, et elle ne voudrait pas... elle veut surtout les mettre en évidence, les rassurer et les remercier de ne pas l'avoir plus agressée que ce qu'ils l'ont fait. Rôle, vous savez, ce fameux rôle d'Alma, qui est tellement différente de Louise. C'est-à-dire qu'on joue un rôle de façon perpétuelle, parce que c'est indispensable, c'est inhérent à notre activité. Le rôle, de toute façon... Dans cette expérience qui aura duré 4 ans, Louise, vous écrivez que finalement l'image des hommes va se dégrader, qu'ils en viennent à se ressembler tous, que finalement, pervertissant l'image du père, l'image du mari, l'image du frère, l'image du fils, quel que soit leur âge et quel que soit leur statut social. Oui, complètement, parce qu'on se fait souvent une idée de qui sont les clients de la pute, alors qu'en fait, ils sont la société tout entière. C'est pour ça qu'il y a quelque chose dont j'ai bien pris conscience, c'est que je pensais écrire. Alors la société tout entière, non, c'est la moitié de la société, ce sont les hommes. Sur les hommes, mais je n'ai écrit que sur des clients de la puterie. C'est quelque chose que j'ai conscientisé, et pourtant c'est quand même assez difficile, tant il y a un panel énorme de la société qui passe entre nos murs finalement, parce qu'en fait les clients de la pute, c'est tous les âges, toutes les nationalités, toutes les religions, tous les milieux sociaux. Et tous ces gens viennent te trouver avec un besoin qui est similaire, qui est identique, qui est en fait le besoin de jouir. Parce que ça c'est quelque chose dont on parle pas assez souvent, de la sexualité des hommes comme besoin. Et ça mériterait d'être dit, parce que c'est l'une des choses fondamentales que j'ai comprises. La sexualité des hommes est un besoin, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice. Donc là, passage assez ignoble selon moi, où donc elle nous dit on parle pas assez du fait que la sexualité des hommes, que leur jouissance soit un besoin. En fait, on en parle très souvent. On présente très souvent la sexualité masculine, au contraire, comme un besoin. J'ai envie de dire source. Parce que pourquoi ? Là, en l'occurrence, ça sera une des rares fois où Sonia De Villers va la contredire sur ce sujet-là, en lui demandant mais pourquoi est-ce que ce serait plus un besoin pour les hommes que pour les femmes ? Mais là, on est clairement dans la culture du viol, c'est-à-dire que on nous explique, comme pour le coup les clients sont des enfants, on nous explique qu'ils ne sont pas responsables du fait d'aller payer des femmes pour se masturber dans leur corps, puisqu'en fait c'est un besoin, donc c'est vital pour eux. Ce n'est pas un désir, c'est un besoin. On m'a déjà opposé le fait que non, les hommes et Ce les n'est femmes... pas que un besoin, la sexualité des hommes. Je ne vois pas pourquoi les hommes auraient une sexualité qui s'apparente plus à un besoin que celle des femmes. Et exact, c'est justement quelque chose qu'on m'a déjà opposé. Non, les hommes ont les mêmes besoins que ceux des femmes. Voilà. Ce à quoi je réponds, si c'était vrai, pourquoi est-ce que 85% des personnes sur les sites de prostitution sont des femmes ? Mais parce qu'on vit en patriarcat et qu'il s'agit d'une domination d'un sexe sur un autre, ce qu'on appelle le genre.
Le genre, c'est les rôles sociaux qui nous sont attribués à partir de nos sexes. C'est une hiérarchie entre deux types de rôles sociaux. Et en l'occurrence, les hommes dominent les femmes, notamment via leur exploitation sexuelle. Le fait que les hommes soient la quasi-totalité des personnes qui vont exploiter sexuellement autrui, ça ne signifie pas que leur sexualité est un besoin, ou que leur libido ou que leurs envies sexuelles seraient plus élevées que celles des femmes. Là, je suis pas en train de dire qu'ils n'auraient pas des envies supérieures à celles des femmes en moyenne. Je dis juste que l'argument qu'elle met en avant ne prouve pas que ce soit le cas. 15% qui reste, quelle est la part de prostitution homosexuelle dedans? Alors écoutez, une jeune écrivaine qui s'appelle Emma Becker, Oui. dont on a beaucoup médiatisé le témoignage et le livre qui s'appelait La Maison, elle a été prostituée dans une maison close à Berlin. Écoutez, là parler de la sexualité, non pas des femmes en général, mais des putes. Ça m'est arrivé de prendre du plaisir, et c'était ça que je trouvais intéressant dans cette expérience. Avec un homme qui vous indiffère, en fait, peut-être il y a une connexion plus facile entre le corps et la tête, puisqu'on s'en fiche. Mais j'étais d'ailleurs pas la seule à jouir, hein. Beaucoup de collègues étaient très habitués à jouer, beaucoup de collègues d'ailleurs se plaignaient à la fin de la journée d'avoir pas joui. Et c'est quelque chose que je trouvais merveilleux, parce que ça montre vraiment que les idées reçues qu'on a sur le bordel et sur ce corps de femme qui subit et qui souffre n'est pas toujours vrai. Alors les idées reçues. Alors, on nous parle comme étant une idée reçue, le fait que Alors, elle ne parle même pas des personnes en situation de prostitution, elle parle des corps de ces personnes. Alors, nous ne sommes pas à l'intérieur de nos corps, nous sommes nos corps. Donc, les corps des personnes prostituées, ce sont les personnes prostituées. Il n'y a pas de différence entre les deux notions. Le fait que, puisqu'on connaît l'existence de l'excitation traumatique, et on sait aussi que mécaniquement, il peut y avoir soit production de cyprine, ou soit du plaisir ou un orgasme, même durant un viol, en dehors de l'exploitation sexuelle, hein, en dehors de l'utilisation du mot viol que je fais dans ce contexte-là. Le viol dans d'autres contextes peut aussi amener à des orgasmes. Qu'est-ce que ça nous... Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce qu'on en déduit que les personnes en situation de prostitution ne souffrent pas lorsqu'elles subissent des pénétrations à répétition et de la violence de la part des clients qui leur demandent d'aller de plus en plus loin dans l'humiliation qu'ils leur font subir afin de eux pouvoir jouir et prendre du plaisir? Est-ce qu'on en déduit que parce qu'une femme prostituée peut effectivement jouir une fois de temps en temps, est-ce que ça signifie qu'à côté, la quasi-totalité de son expérience n'est pas de la souffrance? Là, les deux, on nous fait un espèce de lien de causalité qui n'existe pas. Alors je pense que déjà d'une part évidemment il y a autant de manières de vivre la pétrie qu'il y a de personnes pour le faire. Moi dans mon témoignage ce que j'ai dit n'engage que moi et la façon dont je l'ai vécu, mais pour ma part j'étais déjà pas spécialement libidineuse en arrivant dans la puterie, mais alors en la quittant je l'étais moins que jamais. Jamais je n'ai joui en 4 ans. De toute façon j'ai jamais laissé personne m'approcher d'assez près, enfin même pendant la période pure, hein, je n'ai jamais joui. C'est à dire que pour ça veut dire que dans ce cas là tu te plonges dans le fantasme des autres, à savoir le fantasme des hommes qui viennent te trouver pour ça, et moi c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. J'ai toujours été très en recul justement par instinct de protection. Donc c'est ça qui est intéressant dans votre texte, Louise Brévin, c'est qu'il y a l'idée que vous n'êtes pas une victime, vous l'avez choisi, ça vous a servi, et ça peut servir à partir du moment où on peut s'en sortir, et on peut servir de ce pognon-là pour faire autre chose. Mais le fait qu'elle ait été contrainte de choisir la prostitution pour survivre ne signifie pas qu'elle n'est pas une victime de la pornoprostitution. En revanche, vous dites haut et fort l'eczéma qui vous a bouffé le corps, vous dites, je l'ai dit tout à l'heure, les heures passées sous la douche avec cette huile poisseuse dont vous n'arrivez plus à vous défaire. En revanche, donc là on va nous faire toute une liste de souffrances qu'a occasionné cette pratique de la pornoprostitution.
Donc eczéma, des heures sous la douche, une vision d'elle-même, toute une psyché à reconstruire. Mais elle n'est pas une victime, attention. Ce corps que vous n'arrivez plus à faire vôtre, vous dites qu'au fait, on paye pour que la pute se déshumanise. C'est là, l'argent. C'est à ça qui sert l'argent. Qu'elle se noircisse l'âme, à rester et à se taire, oui, complètement. Effectivement, je ne suis pas arrivée par volonté. Je sais qu'Emma Baker le dit dans le début de son livre. Elle dit, je ne sais pas si j'y étais pour écrire un livre ou si j'y étais parce que c'est un univers qui me fascinait. Moi, je sais très bien. Parce qu'elle avait besoin de gagner 3 mois, elle aussi, éventuellement. Mais dans ce cas, ça, c'est pas dit, parce que mine de rien, il y a quand même toute une partie sur l'argent qui est cachée. De toute façon, je pense que la prostitution fascine parce qu'elle cumule deux tabous bien français que sont le cul et l'argent. Et qui vont très bien ensemble. Mais oui, moi, j'y suis pas On entrée, est morte des de cœurs rire. décentrés parce que je n'avais pas le choix, c'était un besoin vital. Mais par contre, je ne regrette absolument pas d'y être allée. Je ne regrette pas mon parcours, je ne regrette pas non plus d'en être sortie. C'est quelque chose qui ne me manque pas depuis que j'ai arrêté. Vous disiez, oui, se déshumaniser l'âme, rester, sourire, se taire. Voilà le prix réel de la pute. Oui, c'est vrai. Et on revient encore à cette notion de rôle dont je vous parlais tout à l'heure, où quand on est Alma, en fait, on est dans ce rôle où on ne peut pas sortir. Et c'est ce que j'ai aussi à un moment donné, quand les clients ne respectent pas les limites que tu as fixées, tu ne sais pas s'ils paient pour louer une personne ou s'ils paient pour une prestation. Et c'est un distinguo qui fait toute la différence. Et ça, c'est vraiment vrai. Parce qu'en fait, la puterie serait un métier comme un autre si jamais les clients respectaient les limites que tu avais fixées. Ça pourrait être un projet d'avenir. Mais ce qui fait que ça ne l'est pas, c'est justement ça. D'où l'idée qu'il faut savoir s'arrêter, qu'il faut savoir s'écouter, avant que le retour en arrière. Donc non, le fait que des clients violeurs respectent le contrat de viol qui a été mis en place en amont, ça ne ferait pas de la pornoprostitution quelque chose un métier sécurisant, un métier d'avenir pour les personnes qui en sont victimes. Hein. Ça enlèverait juste une couche de merde sur le bousier au total, mais pas plus. Ne soit plus possible avant que l'on ne devienne indifférente à notre propre corps. Complètement, parce que la justification du tarif de la pute, c'est d'être le réceptacle de tous les fantasmes. Sauf que quand on reçoit 300 mails par semaine, on ne peut pas. C'est comme en fait si vous mettiez une seule personne avec 300 mecs en face qui tirent leurs fantasmes sur elle à balles réelles. Et elle réceptionne tout ça dans le corps. Et c'est pour ça qu'à un moment, je fais vraiment ce parallèle avec les comptes memes et les comptes MyOnlyFans qui pullulent aujourd'hui sur Internet. La puterie en ligne où les filles se prennent à l'abri parce qu'on ne les touche pas. On se dit c'est moins grave, elles font des cams, on les touche pas, c'est pas. Mais non, parce qu'en fait je dis méfiez-vous comme de la peste du viol cérébral. Parce que devoir répondre aux fantasmes. Un écran, ça ne protège pas. Mais non. Et même pire encore, c'est-à-dire que ce que ces filles s'infligent à elles-mêmes est parfois pire que ce qu'un mec pourrait leur infliger, sans compter que devoir gérer les fantasmes. Alors là, je suis quasiment en accord avec ce qu'elle vient de dire, en tout cas sur le fait que la prostitution par écran interposé ne soit pas moins pire pour les femmes, ça on est tout à fait d'accord. Sur le fait que ce que les femmes s'infligent à elles-mêmes serait pire que ce qu'un homme pourrait leur infliger, bon là je mets quand même un bémol, hein, puisque de toute façon ce sont quand même par écran interposé les hommes qui leur infligent. Mais d'un mec qui est en face de toi en one-to-one pendant 1 heure, c'est autre chose que d'avoir à gérer les fantasmes de 160 mecs en même temps sur un live de 4 heures par derrière un écran. Et là, c'est le viol cérébral. Et je dis, il faut s'en méfier comme de la peste. Ouais. Ovidie aussi a écrit des lignes très, très percutantes sur le sujet. Vos pages sur les petites annonces et les abréviations qui pullulent sur les sites d'escorts sont tordantes de rire. Bonjour TBM, je suis plutôt WF, genre PSE. Mais aujourd'hui, j'aimerais quelque chose de plus calme, type GE, DFK. Donc je cherche un FBSM. Donc oui, c'est tordant de rire de voir tout le lexique qu'ont mis en place les hommes sur ce qu'ils veulent faire subir à des femmes contre un biais. Effectivement, on est hilar. Un FBSM avec une finition BBJ. C'est quoi la finition BBJ? Bareback blowjob. Alright. Bonne journée, Louise Bray. Voilà, bareback blowjob, donc une fellation sans protection, et on est morte de rire.